À la une de l'actualité ce soir, agression d'un agent des urgences traumatologiques de l'hôpital Yalgado Ouedraogo ce 31 janvier 2017. La direction de l'hôpital condamne l'acte et envisage de déposer une plainte. Mais au-delà, c'est la sécurité des agents de santé sur leur lieu de travail qui inquiète. Vous le verrez dans ce journal. Et puis ce désordre dans le milieu des pains imprimés du 8 mars cette année. Environ une douzaine de pains, tous aux motifs et couleurs différents, les uns des autres circulent. Et dans cette forêt de confusion, difficile de reconnaître le pain officiel. Malheureusement, aucune loi n'interdit l'importation de pain événementiels. Images et commentaires à suivre dans cette édition. Sur le front social, c'est fini pour la concertation gouvernement-syndicat. Les deux parties sont parvenues à des points de satisfaction. Elles annoncent poursuivre la discussion sur le reste des revendications. Mais l'accord fait-il vraiment unanimité? Le ministre de la fonction publique est notre invité. Il vient répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président du FASO s'est entretenu ce matin avec le premier ministre de Guinée-Bissau, avec Umaru Sissoco Embalo. Roch-Marc Christian Kaboré a évoqué sécurité sous-régionale et soutien au processus de transition en Guinée-Bissau. À sa sortie d'audience, le chef du gouvernement bissau-guinéen s'est confié à nos reporters Roger Kam et Yann Kiteda. En moins de 2 mois, c'est la deuxième visite au Burkina Faso du premier ministre bissau-guinéen. Après son passage en fin décembre dernier, Umaru Sissoco Embalo a foulé à nouveau le sol burkinabé pour, dit-il, témoigner une fois de plus son attachement au pays des hommes intègres, mais aussi parler des questions de coopération bilatérale et féliciter le président du Faso pour les 2 postes conquis au sein de l'Union africaine. Le traitement de notre relation de coopération bilatérale entre Guinée-Bissau et Burkina Faso. Comme vous le savez, que moi j'ai une relation particulière avec le Burkina Faso. Et puis aussi pour solidariser avec, parce qu'on avait un autre commissaire, Madame Salamata. Et donc pour donner aussi notre solidarité avec les choses qui étaient passées avec, à la frontière de Burkina. On ne pourrait pas être à l'écart de celui-là. Avec le président du Faso, le premier ministre de la Guinée-Bissau a également évoqué la transition en cours dans son pays. Peu bavard devant les journalistes à sa sortie d'audience, il rassure tout de même, la transition bissau-guinéenne est au mieux de sa forme. En bonne forme. En bonne forme. Donc là, j'ai déposé ce matin mon programme de budget du gouvernement. J'espère la semaine prochaine, je vais l'approuver. Donc voilà, et ça commence le décomptage. Nommé à la tête d'un gouvernement de transition pour 2 ans, afin de sortir le pays de l'impasse suite à une crise qui date de 1998, Umaru Sissoco multiplie les tournées dans la sous-région, car pour lui, aucun soutien ne sera de trop pour sauver son pays. Bonne nouvelle pour les victimes et les blessés du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. La CEDEAO soutient le Burkina Faso avec une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour la prise en charge de ces personnes. C'est le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, qui est venu l'annoncer au président du Faso. Le président du Faso qui discute également avec une mission du Millennium Challenge Corporation pour la mise en œuvre d'un second compact. Explication, Suleiman Sanou, Maïmouna Traoré. La vice-présidente chargée des opérations du Millennium Challenge Corporation rend visite au président du Faso. Elle est venue échanger avec Roch-Marc Christian Kaboré sur le processus de mise en œuvre du deuxième compact. On est dans la première phase de la préparation du compact. Donc, on commence avec une analyse des contraintes économiques du Burkina Faso. Donc, avec cette étude, on va vraiment identifier quelles sont les contraintes, quels sont les secteurs qu'il faut adresser pour attaquer cette question de la réduction de la pauvreté à travers la croissance économique. Et puis, avec cette étude, on va identifier les projets. C'est sûr que ces projets seront alignés avec le PNDES. Le président du Faso a également reçu le président de la commission de la CEDEAO. La CEDEAO qui offre une enveloppe d'environ 300 millions de francs CFA pour l'indemnisation des victimes et des blessés du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Avec lui, il a été également question de la situation sécuritaire dans l'espace CEDEAO. Et nous avons évoqué le problème de la Gambie et nous allons faire un autre mandat
pour avoir un minimum pour continuer à sécuriser le pays. Nous avons évoqué également la situation en Guinée-Bissau et enfin la situation au Mali. Vous savez qu'il y a la MINUSMA, mais que les terroristes attaquent encore tous les jours. Nous lui avons dit qu'au niveau de la CEDEAO, il ne nous faut pas une force de maintien de la paix, mais une force d'imposition de la paix. La commission de la CEDEAO félicite également le Burkina Faso pour la nomination de Minata Samaté au poste de commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine et l'encourage dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. La discussion a débuté chez le Premier ministre avec le Millennium Challenge Corporation pour la mise en œuvre d'un second compact. Ce matin, au Premier ministère, les deux parties se sont retrouvées pour parler du choix d'une équipe de coordination, mais aussi des réformes à opérer. Explication, Jean Zongo, Aruna Mari. L'annonce a été faite en décembre dernier. Le Burkina Faso a été sélectionné pour un deuxième compact. À cette séance de travail, la délégation américaine du Millennium Challenge Corporation et le gouvernement burkinabé posent les bases de l'opérationnalisation du deuxième compact. On a parlé des jalons qu'il faut faire pour la préparation du compact et c'est sûr que le gouvernement est très engagé et faire tout ce qu'il faut pour travailler aussi assez vite que possible. Donc on est très content avec la discussion qu'on a eue avec le Premier ministre et on est très optimiste de ce partenariat. Pour le Premier ministre Paul Kabatieba, l'élection du Burkina au deuxième compact témoigne de l'excellence des relations entre les États-Unis et le Burkina. Un accord qui va être signé, mais il y a un certain nombre d'étapes préalables. Ces étapes préalables, c'est naturellement, il y a des dispositions institutionnelles qui doivent être satisfaites, notamment la mise en place d'une unité de coordination. Donc il faut mettre cette unité de coordination en place. Il y a également certainement des réformes qui doivent être implémentées, des réformes de nature économique, de nature juridique, certainement, qui vont être mises en œuvre également pour faciliter l'opérationnalisation de ce combat. Après cette séance de travail, la délégation du MCC va aussi prendre langue avec le chef de l'État, des bailleurs de fonds et des partenaires au développement. Et pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, la Ligue islamique pour la paix au Burkina s'engage ce 2 février. Elle est allée signifier cet engagement au Premier ministre et lui assurer de sa disponibilité à prêcher pour la bonne cause. Issa Ouedraogo, Draman Guéni. À la tête d'une forte délégation, El Hadj Ousseini Tapsoba est venu présenter sa jeune association à Paul Kabatieba, la Ligue islamique pour la paix au Faso. Une ligue qui promet au Premier ministre sa disponibilité à prêcher et à prier pour la paix au Burkina. Nous sommes très reconnaissants par rapport à ce que le Premier ministre nous a donné comme conseil. En tout cas, il s'est disposé à nous accompagner. Tant qu'il s'agira de la paix au Burkina Faso, il sera toujours prêt pour nous accompagner. Créée en décembre 2015, la Ligue islamique pour la paix au Faso a déjà un bilan à défendre. Par exemple, en 2016, on a participé par exemple aux différentes marches pour condamner les différents attentats survenus au niveau du Burkina Faso. Et même quand l'attentat est survenu en Côte d'Ivoire, on a été d'une manière directe présenter nos condoléances au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, en tout cas pour les présenter nos soutiens et dire que nous sommes derrière eux. Chez le Premier ministre, il était aussi question de présenter les objectifs de la Ligue. Des objectifs qui se résument à la promotion de la paix entre les confessions religieuses au Burkina. L'hôtel Azalaï Hôtel Indépendance renaîtra de ses ruines. Le Premier ministre vient de lancer ce matin les travaux de réhabilitation. L'hôtel avait été saccagé en octobre 2014 à la suite de l'insurrection populaire. 2 ans après son saccage, le gouvernement décide de mettre environ 13 milliards de francs CFA pour les travaux. Le témoignage de la cérémonie avec Yacouba Gamene et Zoubaviel David Dabiré. Le Premier ministre Paul Kabatieba pose ici la première pierre de réhabilitation de l'hôtel Azalaï. Plus de 13 milliards de francs CFA seront mobilisés par des partenaires privés en vue de donner à l'ouvrage son lustre d'antan. Mieux, ce projet prévoit une extension des installations actuelles avec un accent particulier sur la valorisation du patrimoine culturel burkinabé. Nous voulons garder quand même le cachet de cet hôtel parce que comme vous le savez, c'est l'hôtel de l'indépendance où se sont passés beaucoup d'événements.
C'est aussi l'hôtel du FESPACO avec la piscine, avec la suite Saint-Ben Ousmane. Mais nous le modernisons aussi. Nous accroissons sa capacité. Nous passons de 176 chambres à 230 chambres et suites. Donc ça va être à la fois un hôtel moderne, mais aussi un hôtel qui garde le cachet du Burkina. Cette réhabilitation intervient dans un contexte où le secteur hôtelier traverse des moments difficiles du fait de la morosité économique et de la menace terroriste. Mais le ministre Tahirou Barry rassure, des dispositions sont déjà envisagées pour sa relance. Le gouvernement a déjà fait un effort pour l'exemption des droits de douane par rapport aux équipements sécuritaires hôteliers. Et cette mesure est déjà en cours d'exécution. Au-delà de ça, il y a d'autres actions comme celle relative à la mise en œuvre du programme Connecter mon beau pays. Et c'est un programme qui va faire la promotion de la destination du Burkina Faso. Ce projet vise à terme la création de 500 emplois directs et plus d'1 millier indirects. Toute chose qui devra contribuer à booster l'économie nationale. Aujourd'hui, vous savez, avec le lancement de ces travaux, c'est la renaissance de l'hôtel. Cette renaissance de l'hôtel coïncide également avec le lancement du plan national de développement économique et social. Ça, c'est la concrétisation, comme l'a dit le président du Azalaï Hotel, de l'engagement du secteur privé et accompagné du gouvernement pour la mise en œuvre réussie du PNDS. Dans 18 mois donc, Azalaï Hotel renaîtra de ses cendres 4 ans après son saccage lors de l'insurrection populaire. Dans l'actualité ce soir, que s'est-il passé à l'hôpital Yalgado Ouedraogo ce 31 janvier? Selon la direction de l'hôpital, le major des urgences traumatologiques a été victime d'une agression par un accompagnateur de malade. L'infirmier aurait demandé à l'accompagnant de libérer le passage de couloir. Et selon la direction de l'hôpital, la nuit dernière, 3 individus se sont acharnés sur un vigile en service. Les agents de sécurité dénoncent cette insécurité sur leur lieu de travail. Moussa Ouedraogo et Lazare Pouya sont allés comprendre pour nous. Nous sommes ici au service de traumatologie du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo, un service qui subit ces derniers temps plusieurs sortes d'agressions, dont la dernière en date du 31 janvier 2017. En milieu de matinée, le 31, j'étais en réunion quand on est venu me dire que l'ensemble du personnel des urgences traumatologiques, avec en tête le chef de service, sont en bas et décident d'arrêter donc le travail pour cause d'agression d'un des leurs. De ce qu'on a pu m'apporter à chaud, c'est qu'effectivement, cet usager s'est retrouvé dans un endroit où il ne devait pas être. Et je crois que le major, qui a été surpris de le voir à ce niveau, s'est adressé à lui en lui disant en fait que ici les accompagnants n'ont pas accès. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, toujours est-il que la réaction du passager a été assez dure puisqu'il s'est tourné et puis a naturellement serré le col et semble-t-il lui a envoyé un coup. Les agents de santé du 10 service se sont mobilisés pour arrêter le travail. L'intervention de la direction générale du CHU Yalgado Ouedraogo a permis de sauver la situation. À peine cette situation calmée, une autre agression, toujours au sein de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, s'est produite la nuit dernière. Rien que hier encore, vers 20h30, pendant que nous étions avec nos amis de Ville-Évrard, on nous appelle en catastrophe. Là, c'est 3 personnes qui se sont acharnées sur le vigile des urgences viscérales pour les mêmes raisons. Nous avons appelé la police qui est venue, qui les a embarqués. C'est lui, le principal agresseur, a pu fuir, donc la police a arrêté les 2 autres. Pour l'instant, les services du CHU Yalgado Ouedraogo fonctionnent normalement, mais la direction générale interpelle les autorités sur les multiples agressions au sein de l'hôpital. Les personnes qui se livrent à ce genre d'agression-là puissent être sérieusement traduites en justice et punies comme il se doit. Parce que moi, j'ai peur qu'un jour, on arrive à des drames. Parce que si les agents sont excédés, la tentation de se défendre va exister. Et pour éviter que cela n'arrive, il faut agir et vite. Je le disais en titre, c'est fini pour la concertation gouvernement-syndicat. Les 2 parties sont parvenues à des points de satisfaction. Elles annoncent poursuivre la discussion sur le reste des revendications. Mais l'accord fait-il vraiment unanimité? Le ministre de la fonction publique est notre invité. Monsieur Clément Sawadogo, bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir. Oui, l'accord entre le gouvernement et les syndicats à la suite de la rencontre gouvernement-syndicat a
est parvenu à des conclusions. Est-ce que vous pouvez juste revenir rapidement sur les points saillants? Oui. Je pense que déjà on peut se réjouir de ce que ce dialogue ait pu être poursuivi. Je dis poursuivi parce que c'était déjà une tradition dans notre pays depuis déjà un certain nombre d'années. Mais cette année, il est bon de dire que cette tradition a été conservée, mais consolidée aussi. Déjà, le gouvernement de la transition, en 2015, avait déjà relevé le niveau. Parce que dans le temps, c'était 4-5 ministres qui se retrouvaient avec les délégations syndicales pour cette discussion d'environ une semaine. Mais là, c'était le Premier ministre lui-même, le chef du gouvernement, avec plusieurs ministres. Et ça a été inauguré par la transition. Nous avons poursuivi cette méthodologie. Donc, le Premier ministre Tcheba lui-même y était avec plus d'une dizaine de ministres dans cette discussion. Ce qui est quand même important à signaler, montre la volonté du gouvernement d'asseoir un dialogue fécond, un dialogue sérieux, constructif avec le monde syndical. Est-ce que ce qu'on a vécu en 2016 avec les multiples grèves explique aussi peut-être ce renouement de la discussion avec le Front social? Non, comme je le disais, c'est une tradition. Donc, qu'il y ait grève ou pas, à partir du moment où le 1er mai, les organisations syndicales déposent sur la table du gouvernement un cahier de doléances, ce cahier doit être examiné et des réponses doivent être données aux différentes préoccupations. Donc, c'est pour faire suite à ce cahier de doléances que cette rencontre se tient. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses, mais ce qui est important, c'est la manière dont ce dialogue est construit, la manière dont il est mené, avec tout le sérieux qu'il faut. Voilà, c'est ça qui est peut-être nouveau. Parce que, soit dit en passant, il y avait aussi des années, par exemple en 2013, on n'a rien pu tirer. Il n'y a presque pas eu de dialogue de ce type et on n'a pratiquement rien tiré. Donc, on peut se réjouir de cela. Maintenant, pour revenir au contenu des échanges, c'était quand même des échanges assez intenses, puisque dans un premier temps, nous avons fait le point de l'exécution des engagements du gouvernement que le gouvernement avait pris en fin 2015. Donc, ces engagements ont été exécutés au cours de l'année 2016 et, comme vous l'avez constaté, les syndicats eux-mêmes ont reconnu les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre ces engagements. Je citerai notamment l'opérationnalisation de la loi 81, la fonction publique, la nouvelle loi qui régit la fonction publique d'État, la baisse des prix des hydrocarbures, l'adoption d'une loi qui régit la fonction publique territoriale. Tout ça, ça faisait partie des 10 engagements. Tout n'a pas été exécuté, mais on convient quand même qu'il y a eu des efforts substantiels qui ont été faits. Les syndicats annoncent une vingtaine de points satisfaits sur une cinquantaine attendus. Et c'est comme si c'est une satisfaction en demi-teinte. Non, on ne peut pas présenter les choses comme ça. La plateforme revendicative des syndicats contient 56 points. Mais en réalité, il s'agit de toutes les questions qui ont trait à la vie des Burkinabés, aux conditions de vie des Burkinabés, aux conditions de travail, pas seulement d'une catégorie de travailleurs, mais y compris les questions de l'agriculture, les questions de l'élevage, les questions du foncier, les questions donc, j'allais dire, qui embrassent tous les segments de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Donc, ce ne sont pas des revendications particulièrement attribuables aux syndicats organisés qui organisent généralement les travailleurs du public et du privé. Donc, à l'intérieur de cela, il y a des points spécifiques qui font l'objet d'une négociation particulière. C'est cette négociation-là qui donne lieu à des engagements que le gouvernement prend pour soit réaliser en urgence un certain nombre de choses ou encore prendre en compte une demande insistante des syndicats. Donc, il y a une plateforme de 56 points, mais ces 56 points trouvent des réponses dans la mise en œuvre du programme normal du gouvernement. Donc, on ne peut pas dire
il y a seulement 17 points qu'on a accordés sur les 56 points. Non, pas du tout. Sur tous ces points, il y a eu des discussions et le gouvernement a porté à la connaissance des syndicats les éléments sur lesquels il travaille pour donner satisfaction dans le cadre de son programme normal. Maintenant, les 17 points sont des points, par exemple, qui portent sur le problème de l'UTS, l'UTS sur les primes et indemnités. Justement, les syndicats demandent une suppression pure et simple de cet impôt. Et le gouvernement repousse la discussion à plus tard. Oui, parce que ce n'est pas facile. Toutes les mesures fiscales ont des répercussions qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Donc, ici, le problème, c'est quoi? C'est un problème, en fait, d'équité parce que les travailleurs du secteur privé estiment qu'ils ne doivent pas être les seuls sur lesquels on prélève l'UTS sur leurs primes et indemnités. Outre le salaire, hein. Pour le salaire, c'est tous les travailleurs qui paient l'UTS. Mais le problème, c'est qu'il y a une histoire derrière cela. C'est qu'au niveau du public, les indemnités étaient tellement faibles qu'elles n'étaient pas susceptibles d'être imposées. Donc, parce qu'il y avait un plafond. Quand on n'a pas franchi ce plafond, il n'est pas nécessaire de prélever l'UTS. C'est ça qui explique cette situation. Mais ceci étant, les rémunérations du secteur public ont également évolué de manière plus consistante. Donc, il est en effet juste qu'aujourd'hui, s'il y a une mesure qui est appliquée aux primes et indemnités du privé, que la même mesure soit appliquée au public. Bon, maintenant, pour les syndicats, c'est de bon ton, c'est de dire, mais comme on n'impose pas encore au public, levons alors pour le privé. Bon, mais le gouvernement doit regarder en profondeur tous les tenants et les aboutissants. Vous savez, l'impôt, personne n'aime payer l'impôt. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Bon, mais il faut quand même regarder, peut-être sérieux, faire la part des choses entre ceux qui perçoivent des indemnités substantielles, ceux qui perçoivent des primes et indemnités qui ne sont pas très, très énormes. Donc, peut-être faire la part des choses, voir aussi l'incidence sur les finances publiques et prendre finalement une décision. Donc, c'est ce sur quoi, je pense, le gouvernement va travailler dans ces prochaines semaines. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, le dialogue est vraiment maintenu avec les syndicats et que de part ou d'autre, il y a la confiance qui règne? Oui, moi je pense que le dialogue auquel nous avons assisté a été un très bon dialogue. Vous les avez suivis eux-mêmes, ils ont dit, on n'est pas totalement satisfait, mais on est partiellement satisfait. Bon, à chacun de comprendre comme il l'entend. Est-ce que le verre, on le considère comme à moitié plein? Est-ce qu'on le considère comme à moitié vide? Bon, c'est selon. Mais nous considérons qu'eux-mêmes, ils ont dit, pour nous, le verre est à moitié plein. Voilà. Donc, cela montre que tout de même, ils ont reconnu les efforts du gouvernement. Il y a encore, bien sûr, des préoccupations énormes. Nous sommes dans un pays où, dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a des préoccupations. Tout à fait normal que, bien sûr, tous les Burkinabés partagent aussi la condition du peuple burkinabé. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, ce que le gouvernement doit faire, c'est améliorer toujours autant que faire se peut, en tenant compte, bien sûr, de tous les Burkinabés, de toutes les préoccupations de tout le monde. Et j'allais dire, puisque vous posez la question sur le dialogue social, que l'une des mesures que le gouvernement a annoncées aux syndicats, c'est que dans les toutes prochaines semaines, il va être créé une institution permanente pour le dialogue social. Ça, c'est important. Le Premier ministre l'avait déjà annoncé, mais nous avons travaillé sur les textes. C'est fin prêt, c'est sur la table du gouvernement. Et ça peut être quand même une marque importante, une étape très importante qui pourrait être franchie en matière de dialogue social dans notre pays et pour la paix sociale dans notre pays. Merci à vous, Monsieur le ministre de la Fonction publique, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que nous avons échangé sur la concertation gouvernement-syndicat pour le compte de cette année. Merci d'être venu. Merci à vous également.
Et pour la suite du journal, tous ceux qui souhaitent cette année offrir un pain 8 mars à une femme éprouveront des difficultés sérieuses. Une confusion sans précédent dans l'offre de proposition des pains du 8 mars cette année. Environ une douzaine de pains imprimés sur le marché, sans compter le pain Faso d'Anfani. Des pains de différentes couleurs et aux thèmes parfois contradictoires. Seulement, aucune loi n'interdit l'importation de pain. Et le gouvernement est donc interpellé. On essaie de comprendre avec Konsoum Koulibaly et Oumou Sissé. Une douzaine de types de pagnes imprimés pour la seule fête du 8 mars 2017. Du jamais vu depuis 2001, début du partenariat entre le ministère en charge de la promotion de la femme et Savatex. Des pagnes de différentes couleurs arborant différents thèmes. Des thèmes inventés, des thèmes reconduits comme celui de 2016 et même des thèmes qui portent atteinte aux droits de la femme et de la jeune fille. Le thème qui a été choisi pour la commémoration de la Journée internationale de la femme 2017, c'est la valeur morale de la personne humaine, la responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Il y a des pains imprimés sur lesquels il y a des thèmes qui sont un peu en porte-à-faux avec la vision même du ministère de la Femme. Nous avons l'exemple d'un pain qui parle de protéger le mariage précoce des jeunes filles. Et selon ces vendeuses, ces pagnes imprimés ont plus de succès que les pagnes Faso d'Anfani. La couleur est présentable par rapport au pain traditionnel. Cette année, les pains tissés ne se payent pas. Une multitude de pagnes imprimés sur la place du marché. Certaines clientes sont perdues. Ça vaut au moins 9. Et je crois quand même que les autorités doivent revoir ça pour quand même nous aider, nous les femmes. Nous voulons quand même fêter notre fête, mais il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Parce qu'il y a au moins jusqu'à 9 qualités. Il y a pour les marchés, les femmes de Rorwoko, il y a pour ça la Carbinta, il y a pour Savatex, il y a ainsi de suite. C'est en septembre 2015 que le gouvernement a invité les Burkinabés au port du Faso d'Anfani comme tenue officielle de célébration du 8 mars 2016. Et bien que les lois n'interdisent pas l'importation d'autres types de pagnes, les Burkinabés sont invités à faire preuve de patriotisme. Le pain Faso d'Anfani a de la valeur ajoutée sur toute la chaîne de production et de transformation. C'est vraiment une invite aux femmes et à la population à porter le pain tissé, le pain Faso d'Anfani. Nous optons pour le Faso d'Anfani parce que ces trucs-là, vraiment, ça ne nous amène nulle part. Nous sommes des Burkinabés, consommons burkinabés. Et pour limiter le désordre qui existe dans la confection des pains du 8 mars, le ministère de la promotion de la femme compte à l'avenir prendre des mesures adéquates pour mettre à la disposition des commerçants le thème officiel de la célébration. Ce portrait d'un enseignant dans la province du Poni, en plus de sa vocation, notre maître d'école n'hésite pas à prendre en charge certains élèves démunis de sa classe. Salifou Dondassé, c'est le bon samaritain, officie à l'école de Badoura, un village de la commune de Boussera. Portrait signé Isaka Nana et Basile Bassoulé. Lui, c'est Salifou Dondassé, instituteur adjoint certifié en poste depuis 3 ans à l'école primaire publique de Badoura, un village de la commune de Boussera. Très touché par la situation difficile de certains élèves de sa classe, il décide alors de prendre en charge quelques-uns d'entre eux. Lui entre-temps, sa maman est décédée. On était obligé. La famille m'a dit, ok, soit je vais récupérer l'enfant, soit l'enfant va abandonner l'école. Donc j'étais obligé de le prendre parce que je n'avais pas le choix. Et encore, c'était le premier de ma classe et le deuxième de la SEB. La deuxième, elle, je suis arrivé. En tout cas, ça n'allait pas. Voilà, on m'avait dit que l'année passée, elle avait voulu même laisser l'école pour fuir. On m'avait même fait savoir qu'on avait même déjà donné un mariage. La troisième, que j'appelle ma fille, elle, là, je suis arrivé et la maîtresse qui m'a devancé m'a fait savoir que l'année passée, c'est elle qui s'occupait de Sojara. 5 au départ, Salifou Dondassé fut obligé de libérer malgré lui 2 élèves faute de moyens. C'est sur le plan financier. Vous savez que c'est ma 3e année dans le corps. Et en tant qu'IAC, marié, j'ai un enfant, j'ai pris encore l'enfant de quelqu'un qui est avec Madame Awara. Ce n'est pas facile. Mais on va avec seulement. On fait avec ce qu'on peut.
Une détermination qui fait de lui un enseignant exemplaire dans la circonscription d'éducation de base de Boussira. S'il arrive même à se sacrifier sur le plan financier et matériel pour les enfants, c'est pour dire que, alors, pour ce qui est du travail en classe, ça c'est déjà un acquis. Avec des résultats scolaires encourageants, Salifou Dandassé dit être plus encore conforté dans son projet de faire de ses 3 élèves des cadres de demain. L'objectif est que ces 3 normalement doivent travailler pour qu'un jour ils puissent impacter leur village. Parce que j'ai remarqué surtout les filles, dès lors qu'ils gagnent le CP, 1-2 ans, on les donne en mariage et leur projet d'études reste là. J'ai vu que c'est anormal. Tous en classe de 6e au lycée départemental de Boussira, chacun de ces filleuls promet de travailler dur à l'école pour faire plaisir non seulement à leur père comme ils le surnomment, mais aussi pouvoir exercer le métier de leur rêve à la fin des études. La première ambition d'apprendre bien mes leçons pour réussir. Je vais être un médecin. Tout comme Salifou Dandassé, ils sont nombreux ces enseignants qualifiés d'enseignants de brousse qui se sacrifient pour le succès des enfants. Il appartient à l'ensemble des acteurs du système éducatif d'encourager ces efforts individuels afin d'impacter significativement le développement dans les contrées les plus reculées du Burkina. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse de ce vendredi. La lecture croisée des journaux nous est proposée par Vincent Kendrebeo. Conférence de presse de l'UPC, Salifou Diallo règne en homme fort, titre Notre Temps, à propos des accusations faites par ce groupe parlementaire au président de l'Assemblée nationale. L'UPC qui reproche au président du Parlement d'avoir tendance à tout régenter et de devenir le centre incontournable de toutes les décisions importantes, rapporte le pays. L'UPC se préoccupe également de la gestion du budget de l'Assemblée nationale qui s'élève à plus de 15 milliards de francs CFA, nous informe Sidoya, et exige la représentation de l'opposition à la questure, le service chargé de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Mort de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi, une roue importante du processus de transition vient donc de quitter l'attelage, note aujourd'hui au Faso. Ces héritiers politiques ont intérêt à taire leurs bisbilles intestines pour s'unir autour de l'essentiel, car c'est celui qui faisait vraiment peur à Kabila qui n'est plus, écrit ce journal. Le pays se montre inquiet et craint que la guerre de succession au sein de son parti, l'UDPS, ne crée des schismes qui mettraient en lambeau l'immense patrimoine politique du vieux. C'est dire que le ciel de la RDC bruisse du vol des vautours, poursuit ce journal. L'observateur, pour sa part, se montre plus optimiste. La chute du Baobab peut et doit constituer un ferment d'unité pour les opposants qui auront désormais à cœur de récolter ce qu'ils avaient sémé. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.